Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus anciens et des plus connus cold cases au monde. C'est une affaire qui a choqué tout un État, tous les États-Unis et même le monde entier. Le petit garçon dans la boîte, The Boy in the Box, est le nom qui a été donné à l'affaire d'un jeune enfant retrouvé sans vie à l'intérieur d'un carton. Durant ces 65 dernières années, tout a été fait pour retrouver son identité ou mettre un nom sur ses parents ou sa famille. Si vous êtes curieux de connaître les dénouements d'un des plus anciens enquêtes policières, si vous souhaitez savoir ce qu'il est finalement arrivé au petit garçon dans la boîte, éteignez les lumières, mettez-vous à l'aise, n'oubliez pas de vous inscrire. Et commençons. Nous sommes le samedi 23 février 1957, à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux USA. C'est un jour de pluie. Un étudiant de 18 ans du Yale University gare sa voiture le long de la rue Susquehanna Road. Il sort de sa voiture et marche sur un terrain vague et quelque peu isolé, malgré la pluie battante. Puis soudain, il se cache dans la végétation, près de la maison d'un bon pasteur, une sorte de résidence catholique où séjournent des jeunes filles. Ce garçon est en fait un voyeur et depuis son poste d'observation espère entrevoir une fille qui aurait la mauvaise idée de se déshabiller près d'une fenêtre. Mais son petit jeu tourne au cours lorsqu'il fit une terrible découverte. Là où il se trouve, au milieu des branches de feuilles, il aperçoit une boîte en carton, a priori banale. Il s'en approche donc et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et il découvre le corps d'un petit garçon enveloppé dans une couverture. Terrifié, il retourne immédiatement à sa voiture et s'enfuit. Le lendemain, très embarrassé par la situation dans laquelle il a fait cette découverte, mais surtout terrifié pour ce qu'il a vu, il se confie à son prêtre qui lui dit d'appeler immédiatement la police. Le jeune homme s'exécute, mais afin de ne pas avouer son petit péché, il explique à la police qu'il a fait cette découverte en poursuivant un lapin à travers les mauvaises herbes. Voici la première version, la plus populaire que l'on peut trouver sur les circonstances de la découverte du petit garçon dans la boîte. D'autres sources nous donnent une deuxième version plus précise et plus détaillée. Je vais vous la donner également. L'étudiant conduisait sur Susquehanna Road lorsqu'un lapin a traversé devant sa voiture. Il s'arrêta immédiatement pour le pourchasser et l'attraper, mais il l'aurait rapidement perdu de vue dans les sous-bois. Il aurait alors trouvé plusieurs pièges, qu'il se serait amusé à armer et disposer au sol. C'est à ce moment-là qu'il aurait aperçu de loin un carton contenant, pense-t-il, une poupée. Ce jeune étudiant s'appelait Frederick Benonis. Le lendemain, il décide de retourner à cet endroit afin de vérifier ses pièges à souris, mais il ne prête pas attention à la boîte en carton. Puis, le surlendemain, soit le lundi 25 février 1957, Frederick entend parler à la radio locale de la récente disparition d'une fille. Il fit donc le rapprochement et il se demanda si la silhouette qu'il avait aperçue dans le carton pourrait peut-être être celui de la fille disparue. Il décide donc de contacter la police pour leur faire part de sa découverte. Il faut préciser que dans cette affaire, Frederick, le jeune étudiant, n'a jamais été considéré comme un suspect. Il a notamment été passé au détecteur de mensonges, qui s'est avéré négatif. Selon d'autres sources également, Frederick Benonis ne serait peut-être pas la première personne à avoir aperçu le corps du petit garçon. Un lycéen de nom de John Poroskin l'aurait aperçu 1 ou 2 jours avant lui, dans des circonstances que nous ne connaissons pas, sans toutefois aller le signaler aux autorités. Je vous laisse conserver la version de la découverte qui vous semble le mieux ou la plus crédible. Dans tous les cas, à ce stade, toutes les versions se rejoignent. Je poursuis donc. La police arrive sur les lieux de la découverte après le signalement de Frederick le lundi 25 septembre 1957 à 10h20. Il démarre donc une enquête, effectuant de relevés. Voici quelques notes du dossier d'enquête. À l'intérieur de la boîte se trouve le corps déshabillé d'un enfant âgé de 4 à 6 ans. Il est enveloppé d'une couverture usée et cousu avec des motifs semblant être étranges, peut-être écossais ou d'Amérique latine.
Le corps est intact, bien que gonflé par diverses blessures, des hématomes et une coupure en forme de L sous le menton. La paume de sa main droite et les voûtes plantaires de ses deux pieds sont rugueuses et ridées, ce qui suggère que la victime aurait été immergée dans l'eau immédiatement avant ou après sa mort. Son œil gauche émet une fluorescence bleu vif, indiquant que l'œil a été exposé à un colorant fréquemment utilisé dans les traitements et dans les diagnostics en ophtalmologie. Il est très mince et pèse moins de 20 kg. Ses cheveux sont brun foncé et ont été grossièrement coupés, voire rasés à certains endroits et longs à d'autres. Sa dentition est complète avec des dents de lait et il possède toujours ses amygdales. Il n'y a pas de fractures osseuses ni de traces d'intervention chirurgicale. Les ongles de ses doigts et de ses orteils sont parfaitement propres et coupés. Une sérologie effectuée révèle qu'il n'a jamais été vacciné. La mort a été causée par des coups violents, plus précisément par un traumatisme crânien. Comme toujours dans les cas de découvertes fortuites, le démarrage d'une enquête est souvent un véritable casse-tête. Aucun élément ne permet aux enquêteurs d'identifier rapidement la victime. Bien que l'enfant pourrait être reconnaissable, puisque son visage n'est pas trop défiguré, il ne dispose d'aucune piste. Aucun document a été retrouvé à proximité et personne n'a signalé récemment la disparition d'un petit garçon dans la région. Il faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque. Internet et les médias en ligne n'existaient pas. L'échange d'informations, notamment avec les États voisins et avec la population, était plus difficile et prenait plus de temps. Mais les autorités de la ville de Philadelphie prennent l'affaire très au sérieux. Ils ont fait connaître leur enquête dans la ville de Philadelphie par les médias locaux et ils ont rapidement reçu des centaines de suggestions des habitants des alentours. Mais malheureusement, aucune information vraiment pertinente ou leur permettant d'avancer dans l'identification de la petite victime. Ils décident donc d'élargir leur champ des recherches et font circuler la photo du petit garçon avec les détails, les descriptions et le lieu de la découverte auprès des médecins de la ville, de tous les services de police de Pennsylvanie et dans tous les États de l'Est des États-Unis, soit au total plus de 14 000 circulaires envoyés. Ils renforcent encore leur opération en distribuant des affiches dans les épiceries, dans les magasins et les gares. Ils vont même jusqu'ajouter l'avis de recherche dans les factures de gaz et d'électricité. Il s'agit certainement d'une des plus grandes opérations de communication de l'histoire de la ville de Philadelphie. L'idée était d'inonder la population d'avis de recherche et d'affiches en tous les lieux de Philadelphie, afin que personne ne puisse passer à côté sans voir le visage du petit garçon. C'est au total plus de 300 000 affiches d'avis de disparition qui ont été distribuées. Mais malheureusement, tous ces efforts sont vains. Et dès la semaine suivante, l'enquête est au point mort. En parallèle de ces recherches, les investigations sur le terrain ont continué. Toute la zone de la découverte a été ratissée et une casquette a été retrouvée à environ 5 mètres de la boîte en carton. Elle est en velours bleu, côtelée avec une lanière en cuir et une boucle à l'arrière. Les enquêteurs pensent que ce nouvel indice permettra de les aiguiller. Au sujet de la couverture dans laquelle était enroulé l'enfant, des analyses ont été effectuées, mais elles se sont avérées décevantes. Elle était composée de flanelle et avait été lavée et réparée récemment avec du fil de coton. Elle avait été coupée en 2 morceaux distincts et inégaux, puis enroulée autour du corps nu du garçon. Les résultats de l'analyse du Philadelphia Textile Institute révèlent que la couverture a été produite à Swannanoa, en Caroline du Nord, ou à Granby, au Québec. Il est en revanche impossible pour la police de déterminer précisément dans quel point de vente elle aurait pu être achetée, car des milliers d'exemplaires identiques ont été produits et vendus à travers le pays. Il n'existait pas non plus d'éléments de traçabilité précis. Quant à la boîte en carton, les enquêteurs ont tout d'abord pensé qu'il pourrait s'agir d'une sorte de cercueil improvisé. Dans leur enquête, la police a déterminé que ce carton était à l'origine l'emballage d'un lit pour bébé, vendu par la chaîne des grands magasins J.C. Penney. Plus précisément, ce carton est l'emballage d'un des 12 lits reçus le 27 novembre 1956 et vendu à 7,50 $ entre le 3 décembre 1956 et le 16 février 1957 par un magasin d'Upper Darby, en Pennsylvanie. Malheureusement, le magasin n'a conservé aucune information sur les clients. Cependant, les enquêteurs ont localisé les 11 autres lits vendus chez des particuliers. Les techniciens scientifiques du FBI n'ont retrouvé aucune empreinte utilisable sur le carton et aucun élément ne permet de remonter à l'acquéreur de ce lit pour bébé.
Quant à la casquette, son étiquette à l'intérieur a permis à la police de remonter à son fabricant, l'entreprise Robbins Eagle Hat and Cap Company. La gérante, une certaine Anna Robbins, explique que ce modèle spécifique, avec du velours côtelé bleu, n'avait été fabriqué qu'en 12 exemplaires, avant mai 1956. Elle se souvient d'ailleurs précisément de cette casquette, car c'était la seule sur les 12 qui avait été produite sans la lanière de cuir. Le client l'avait achetée ainsi, mais était revenu après quelques mois pour faire ajouter et coudre la sangle en cuir manquante. La gérante dit également aux enquêteurs que son client rassemblait fortement aux photographies du petit garçon retrouvé. Mais elle n'avait gardé aucune trace de son nom ni de son adresse, et malheureusement les enquêteurs ne parviendront pas à le retrouver. Par ailleurs, il n'est pas dit que l'acheteur et le propriétaire de cette casquette soient l'auteur du crime. Il peut s'agir simplement d'une casquette perdue. 5 mois après la macabre découverte, l'enfant est placé dans un petit cercueil blanc et enterré dans le cimetière de Pottersfield, dans le quartier de Holmesburg, à Philadelphie. Les détectives et les enquêteurs étaient pratiquement les seules personnes présentes à ses funérailles et à son enterrement. Une plaque a été ensuite installée, sur laquelle il est écrit « Père Céleste, bénis ce garçon inconnu ». En 1998, son corps est relevé pour y pratiquer des prélèvements ADN et les restes de sa dépouille sont transférés au cimetière d'Ivy Hill, toujours à Philadelphie. Sa sépulture y est toujours visible. Nous en sommes à ces stades de l'histoire où il ne reste plus rien à faire, sauf se laisser porter par la pensée concernant l'affaire et les pourquoi encore non résolus. Les conditions dans lesquelles se trouve le corps laissent peu de place à l'imagination quant à sa triste mort. Quelqu'un lui a vraiment voulu du mal. Autant les ongles ont été soignés, autant les nombreuses plaies et chymoses sont un signe clair d'acharnement. La haine envers cet enfant a été si grande qu'il était éliminé à coups de poing. On a tout de suite pensé à ses parents. Peut-être était-il un enfant indésirable, fruit d'une relation occasionnelle ou d'un père hors mariage. Peut-être que sa mère ou son père ne le désirait pas. Peut-être a-t-il été adopté et sa famille adoptive l'aurait réduit à cet état. Cette dernière hypothèse fait référence à un autre cas traité sur le canal des Ucrim Sisters, à savoir le cas d'Orrin et Orson West, où la famille adoptive des enfants s'était comportée d'une manière monstrueuse. Nous pourrions également penser que l'enfant aurait pu se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être, et pour je ne sais quelle raison, s'est-il trouvé dans cette forêt et peut-être il a rencontré une personne horrible. Ou peut-être il a-t-il rencontré un groupe de personnes, de criminels si déviants, qui l'ont battu à mort. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, un enfant de 4 ans, seul dans la forêt? Mais comment expliquer également la coupe de cheveux et le fait que personne à proximité n'ait déposé plainte? Peut-être que cet enfant n'est pas de Philadelphie. Il est possible que lui et sa famille viennent d'un autre État. S'ils étaient de Pennsylvanie, comment est-il possible que personne ne se soit manifesté malgré les nombreux appels à témoignages? Il faut rappeler que le visage de cet enfant est même apparu sur les factures d'électricité et sur les étiquettes de certains produits. Il est donc possible que sa vraie famille soit à l'origine de tout. Les bourreaux ont peut-être été ses propres parents, tellement en colère qu'ils ont jeté leurs enfants dans une boîte en carton au milieu des herbes hautes. Qui pourrait être poussé à un geste si cruel et pourquoi? Quel tort pourrait avoir un enfant de 4 ans? Il est probable que les détectives se soient posé les mêmes questions, parce que dans leur tentative d'explication, ils ont fait quelque chose de vraiment étrange. Écoutez bien. En 1960, Remington Bristow, un employé du bureau du médecin légiste, qui a poursuivi obstinément ses recherches sur l'affaire jusqu'à sa mort en 1993, a contacté un médium du New Jersey. Ce médium a dit à la police de chercher dans une famille d'accueil à proximité du lieu du crime, une de ces maisons où les enfants en attente d'adoption sont logés. Le médium spécifie même une maison en particulier. Cette maison était celle-ci il y a longtemps, mais elle est maintenant en vente. Alors, Monsieur Bristow, celui qui a contacté la médium, décide de faire cela lui-même et se fait passer par un acheteur potentiel de la propriété. Pendant qu'ils font une visite dans cette maison, Monsieur Bristow fait une découverte incroyable. Un berceau très similaire à celui qui correspond à la boîte de l'enfant. En plus de cela, il voit également des couvertures accrochées sur le séchoir similaires à celles dans lesquelles le corps avait été enveloppé. Monsieur Bristow croit avoir donc résolu pratiquement le cas et enquête encore plus profondément sur l'histoire de cette propriété et sur ses propriétaires.
De ce qu'il a découvert et des liens qu'il a établis, il apprend une histoire familiale dramatique. Monsieur Bristow émet l'hypothèse que l'enfant retrouvé dans la boîte appartiendrait à la belle-fille de l'homme qui dirigeait cette famille d'accueil. Le beau-père aurait été impliqué dans une relation intime avec sa fille, et de cet inceste, elle serait tombée enceinte. L'enfant serait né et aurait été tenu caché, mais à un certain moment, il serait mort accidentellement. L'homme, à la tête de la maison, se serait débarrassé de son corps de manière à ce que toute l'affaire n'ait jamais été révélée, pour éviter le scandale. Mais comme indiqué précédemment, ce n'est qu'une hypothèse de M. Bristow. L'homme dit que l'enfant est mort accidentellement, mais l'autopsie a spécifié un traumatisme crânien comme cause de la mort, précédé de nombreux coups. En 1998, les enquêteurs réussissent à retrouver les anciens propriétaires de cette famille d'accueil. Effectivement, ils trouvent un beau-père et sa belle-fille, qui se sont même mariés. Ils sont soumis à un test ADN avec celui de l'enfant de la boîte, et finalement rien ne correspondra. En février 2002, une femme identifiée seulement comme Madame M témoigne à la police concernant l'affaire de l'enfant dans la boîte. Cette Madame M affirme que sa mère, une femme violente, a acheté un enfant inconnu. Vous avez bien entendu, acheté. Cet enfant se serait appelé Jonathan, de ses parents naturels qui l'ont vendu à la mère de M en été 1954. Le jeune aurait été soumis à des abus physiques et intimes, des sévices extrêmes qui ont duré 2 ans et demi. La mère de cette Madame M aurait ensuite pris la vie de cet enfant dans un élan de colère lorsqu'il a vomi dans la baignoire. La femme aurait ensuite coupé le long de ses cheveux et aurait déposé le corps dans un terrain abandonné et isolé. Madame M aurait contribué à se débarrasser du cadavre, très probablement sous la contrainte de sa mère. Elle a continué son histoire en expliquant qu'alors qu'elle et sa mère se préparaient à sortir le corps de l'enfant du coffre, un automobiliste qui passait les avait abordés pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide. Elle l'aurait alors ignoré et il serait finalement parti. Cette histoire semble être en partie confirmée, car il est vrai qu'un conducteur était passé par là en 1957. La police a jugé l'histoire assez plausible, mais elle a été perturbée par les témoignages de Madame M, car, pas trop longtemps après, il découvre que Madame M souffre d'une maladie mentale. La police prend alors tout cela avec des pincettes. Elle interroge les voisins de Madame M, qui confirment les doutes des détectives. Ils ont eu souvent accès à la maison de Madame M, et ont nié catégoriquement qu'il y avait eu un garçon qui y vivait. Ils ont même dit que les affirmations de M étaient ridicules et absurdes. Très probablement, cette femme détestait sa mère et poussée par sa maladie, elle aurait inventé une histoire plausible pour la diffamer. Malheureusement, de telles situations se produisent 2 fois dans des cas comme celui-ci, avec une certaine instrumentalisation de l'affaire à des fins personnelles. Ainsi, l'affaire s'est éteinte pendant des années, sans nouvelles pistes. Comme mentionné précédemment, des traces ADN de l'enfant ont été extraites pour être analysées à l'avenir. Eh bien, nous y sommes. 60 ans après, nous arrivons au tournant que tout le monde attendait. Nous avons un prénom et un nom de famille. Le jeudi 8 décembre 2022, la police a publiquement identifié l'enfant de la boîte comme étant Joseph Augustus Zarelli, âgé de 4 ans. Il devrait avoir eu 2 frères et des sœurs, et ses parents devraient être une famille importante dans le comté de Delaware, en Pennsylvanie. Joseph est la victime de ce que la police considère comme l'un des meurtres non résolus les plus anciens de la ville. L'identification, effectuée grâce à l'analyse de l'ADN, représente le plus grand tournant des enquêteurs dans cet ancien cold case. Son nom a été trouvé grâce à l'aide des généalogistes génétiques, un domaine qui ces dernières années a conduit à de nombreuses découvertes, dont d'anciens cold cases. Cependant, alors que les enquêteurs se réjouissent de l'identification de Joseph, les enquêtes sur le responsable de sa mort continuent. L'identité de l'auteur de ce crime reste donc toujours un mystère. Lors de la conférence de presse, les déclarations suivantes ont été faites. Pendant 65 ans, l'histoire du petit garçon dans la boîte a tenu en émoi le département de police de Philadelphie, notre nation et le monde entier. Malgré le fait que l'identité complète de Joseph Augustus Zarelli n'avait pu être trouvée, il n'a jamais été oublié. Nous avons nos suspicions sur qui pourrait être responsable, mais il serait irresponsable de notre part de partager ces suspicions maintenant, car cela reste une enquête criminelle active en cours. Nous espérons maintenant recevoir beaucoup de suggestions de la part du public. C'est une bataille difficile. Malheureusement, il est possible que cela n'aboutisse pas à une arrestation. Nous pourrions ne jamais identifier le coupable, mais nous ferons de notre mieux
pour y arriver. Les déclarations faites indiquent que les responsables pourraient être déjà morts. Certains ont déjà des idées sur l'identité du ou des meurtriers, mais leurs noms n'ont pas été diffusés. Pourtant, en ligne, on commence déjà à spéculer. Une source mentionne comme parents possibles Monsieur Augustus J. Zarelli et Madame Cynthia C. Zarelli. Mais c'est une nouvelle encore très récente et toutes les suppositions restent à vérifier. C'est une nouvelle enthousiasmante, même si elle reste tragique. Et se termine ainsi l'histoire de Joseph Augustus Zarelli, qui fut connu pendant des années comme le petit garçon dans la boîte.